Ce dimanche, Donald Trump et Ursula von der Leyen ont conclu un accord douanier. Les produits européens exportés vers les États-Unis seront taxés de 15% contre les menaces initiales qui étaient de 30% et dont on avait parlé déjà dans cette émission. En échange, l'Union européenne s'engage à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine sur 3 ans et à investir 600 milliards supplémentaires avec les États-Unis. Le 28 juillet, le ministre français chargé de l'Europe, Haddad, a salué cette entente comme une stabilité temporaire, mais a dénoncé un accord très déséquilibré, pointant une France toujours sous pression face à une coercition économique américaine. En attendant, j'avais écrit ce petit lancement il y a quelques heures. Depuis, il y a 1 heure, François Bayrou a déploré un jour sombre et dénonce une soumission après l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. On a beaucoup parlé de ces droits de douane, tout simplement parce que ça nous touche tous. Ça serait des produits en tant que commerçants et exportants, qu'on vendrait plus cher ou qu'on vendrait du coup moins. Ça serait aussi des produits qu'on consommerait, dont les prix augmenteraient beaucoup. 30% au départ, c'était le début du bras de fer. On a mis longtemps à trouver ce compromis, mais c'est une défaite pour qui et c'est une victoire pour qui ? C'est une victoire pour Donald Trump. Clairement, c'est une victoire pour Donald Trump. Donald Trump a lancé une guerre commerciale, donc on en a parlé ici, mais on le redit, non pas contre le libre-échange, mais un libre-échange sectorisé à son avantage. Je m'explique, c'est-à-dire on sort des règles qui s'appliquent à tout le monde, on divise les autres pays du monde, sachant que les États-Unis sont toujours la principale puissance économique mondiale, même si la Chine continue d'émerger. Et donc on isole les opposants et on renégocie des contrats avec eux, mais isolés. Voilà, divisés pour mieux régner. Et l'Europe s'est prêtée à ce jeu, n'a pas voulu engager un rapport de force. Donc Donald Trump a brandi des taux potentiels qui devaient s'appliquer au 1er août de 30%, 40%, 50%. Et finalement, à 15%, les dirigeants européens, Ursula von der Leyen, dit mais c'est un bon compromis. Si je te dis je vais te couper le bras et que tu finis par te couper toi-même la main, c'est pas un bon compromis en fait, hein, voilà. Et donc tu noteras la différence de réaction quand même entre celle de Benjamin Haddad qui est très mesurée et celle de François Bayrou qui n'est pas du tout mesurée. Qui parle de soumission, voilà. Donc là clairement il va se passer au niveau des États européens. En fait, Ursula von der Leyen est allée négocier. Elle est supposée parler au nom de l'ensemble des États membres. D'une certaine façon, c'est impossible parce que sur tous les sujets, ça c'est le problème central de l'Union européenne, tous les sujets, il y a tellement de divergences, que ce soit les géopolitiques ou économiques, il y a tellement de divergences qu'elle ne peut pas parler au nom de tout. Donc là, elle a parlé principalement au nom de l'Allemagne, puisque l'Allemagne est la principale puissance exportatrice, donc c'est le pays qui avait le plus à perdre. Un peu l'Italie aussi, et un peu l'Irlande. C'est les 3 pays qui avaient intérêt à passer un accord rapidement pour éviter le pire. Mais d'ailleurs, elle était partie en solo, Mélanie, représenter un peu elle-même. Oui, elle avait tenté aussi un peu en solo. Voilà. Ouais. Donc ça, il y a un premier problème. Il y a un deuxième problème, c'est que Ursula von der Leyen s'engage pour des choses dont elle n'a pas mandat, qu'elle ne peut pas. C'est-à-dire que acheter de l'énergie américaine sur 3 ans, ce n'est pas à elle de le faire. La Commission européenne n'a aucun pouvoir sur les marchés pétroliers et gaziers. Investir 600 milliards aux États-Unis, ce sont les entreprises qui investissent. La Commission européenne ne peut pas. Donc elle a clairement outrepassé son mandat. Et j'ajoute un élément, c'est que ça veut dire quoi, 750 milliards d'énergie américaine ? Ça veut dire acheter du gaz de schiste américain. Ça veut dire pipeline. Pour le changement climatique et le plan climat de l'Europe, mais y compris, si on reste que sur le gaz, par exemple, on pouvait acheter du gaz au Qatar ou à la Chine ou à d'autres. Là, maintenant, en 2 coups de cuillère à peau, pouf, on va devoir acheter du gaz de schiste ou du pétrole états-unien. Bon, je pense qu'on en est qu'au début. Donc, victoire de Donald Trump. Qu'il l'a d'ailleurs clamé comme tel, hein. Il dit c'est le plus grand deal, bon, de toute façon c'est toujours le plus grand, mais clairement il a marqué un point parce que l'Europe a... Enfin, en fait, qu'est-ce que l'Europe ? Ça, c'est une vaste question. On fera tout un épisode sur voilà, on y reviendra, ça c'est sûr. On nous dit le schiste, c'est sûr que c'est pas bon pour la planète et là-bas c'est prouvé à cause des cratères que provoquent les tremblements. Oui, après, c'est vrai que Trump cherche aussi du gaz, t'avais dit des ressources naturelles du côté de
du côté du Groenland, que c'était pour ça qu'ils voulaient l'acquérir notamment. Ouais. On a plein de questions aussi. On a plein de questions. Il fait que Merkel avec les Français signe des promesses en sachant qu'elles se font rejeter par le Parlement allemand. Mais c'est vrai, est-ce qu'on peut pousser les entreprises françaises à changer de fournisseur ? Est-ce qu'une entreprise qui dit « moi j'ai mon fournisseur et tout va très bien », ou est-ce qu'une missive européenne peut... Non, on ne peut pas forcer. Oui, c'est une promesse dont elle n'a pas les moyens de la rendre effective, clairement. Après, les entreprises, ce matin, il y avait sur une radio, il y avait un représentant des... C'est peut-être un peu nébuleux la question des droits de douane, mais donc les droits de douane, je répète, ce sont des taxes qui, à l'importation, qui sont appliquées par un pays. Voilà. Donc, si vous exportez une voiture allemande qui coûte 50 000 euros, c'est déjà une grosse voiture, mais c'est une voiture allemande. Aux États-Unis, que la taxe est de 0, elle arrive sur le marché américain à 50 000 euros en équivalent dollar. Voilà. S'il y a une taxe de 15%, vous ajoutez 15% au prix et ça l'augmente d'autant, ça doit faire 7 500 $. En plus, elle est à 57 500. Et la taxe, c'est un gain pour l'État, c'est pas un gain pour... Oui, c'est un gain pour l'État qui l'applique. Et donc, ce matin, un responsable de l'industrie du cosmétique, des cosmétiques en France disait, nous, on exporte 3 milliards aux États-Unis. Avec cette taxe, on va perdre 300 millions de chiffre d'affaires, donc ça fait 5 000 emplois sur le carreau. Alors évidemment, il utilisait ça parce qu'il représente le patronat de cette industrie. Il disait, il va falloir que le gouvernement nous donne des aides, relâche un certain nombre de conditions, et donc ils vont en profiter. Ça va être la deuxième étape de son industrie. Ils vont dire... si vous voulez pas qu'on licencie, baissez les cotisations sociales, donnez-nous plus d'aide aux entreprises qui représentent déjà, selon un rapport au Sénat, une commission d'enquête, vous en avez peut-être parlé quelque part, 211 milliards. Et oui, bien sûr. On en a beaucoup parlé. On a fait un live aussi que vous pouvez retrouver sur YouTube. Exact. Donc l'Humanité FR, l'Humanité FR sur YouTube que vous pouvez retrouver. C'était une vidéo qui avait plutôt bien fonctionné en écoutant. Justement, j'ai envie de demander qui est touché par ça. Donc l'industrie du luxe, de la beauté. Il y a aussi les spiritueux français qu'on exporte. L'aéronautique peut-être. Alors, pour l'instant, il y a aussi. Alors, ça s'applique à l'automobile, c'est sûr. Il y a des exceptions, mais on n'est pas d'accord sur les exceptions. Donc, par exemple, sur les pharmaceutiques, Donald Trump dit c'est exclu du champ. Van der Leyen dit non, c'est couvert par ce champ de 15%. Donc déjà... L'accord, il est bizarre. Il est bizarre. Je veux dire, l'accord, on n'est pas d'accord sur l'accord. C'est extrêmement bancal. L'acier et l'aluminium ne sont pas dans cet accord, donc ça continue à avoir 50% de taxes pour l'acier et l'aluminium exportés aux États-Unis. Donc il y a absolument rien n'est favorable dans cet accord aux pays et aux industries européennes, si ce n'est, d'ailleurs c'est l'argument de Van der Leyen et du commissaire au commerce. On a évité le pire. Le pire, c'est ce que nous a promis Donald Trump. C'était les 30%. On a évité le pire, donc à 15%. Donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le bras et la main. Donc la Commission européenne a décidé que l'économie européenne, les industries européennes se couperaient volontairement la main pour éviter de se faire couper le bras par Donald Trump. Mais ça va avoir plein d'impacts. Alors là, en même temps que je vous parle, je me fais mon papier dans la tête parce que j'écris pour demain dans le journal. Vous pourrez retrouver et en papier avec l'encre sur les doigts et sur le web un décryptage justement qui essaye d'expliquer tout ça. Je te donnerai la vidéo, hop, tu scriptes. Ouais, voilà. Le papier, il est écrit. Exactement. Enfin, j'ai commencé à l'écrire et donc j'essaye de me mettre au clair aussi dans ma tête en vous parlant. Ça va comme avoir ça, tu as les questions d'effets. du chat, tu sais ce que les gens veulent savoir. Oui, en plus, c'est aussi, bien sûr, sympa. C'est l'avantage. C'est pour ça que je me suis dit, je vais quand même le faire, même si c'est très tendu aujourd'hui en termes de réunion, d'écriture, parce que ça permet cet échange. On va pas rester beaucoup plus longtemps. On est 10 minutes en retard. On reste des petites minutes. Bon, d'accord. Juste quelques impacts géopolitiques, notamment. Ursula von der Leyen est allée rencontrer le président chinois il y a quelques jours. Bon, c'était tendu, mais on continue à négocier. Et puis, Xi Jinping voit 3-4 jours après von der Leyen qui concède tout à Donald Trump. Quelle est la confiance que la Chine va pouvoir accorder à la parole de l'Union européenne ? Vous êtes un pays ce qu'on appelle du Sud global. C'est-à-dire en gros tout ce qui en dehors du Nord et des pays dits occidentaux, pas cette formule, mais enfin utilisons-la. Dire l'Union européenne
on ne peut pas faire confiance à l'Union européenne. Ils n'engagent même pas le rapport de force avec Donald Trump. Ils sont totalement alignés sur lui et sur ses desiderata. Donc on ne peut pas leur faire confiance. Vers qui on se tourne dans l'économie mondiale si on ne se tourne pas vers Donald Trump qui menace et l'Europe qui peut représenter une alternative? On se tourne vers la Chine. Donc cet accord est aussi une très bonne nouvelle finalement pour la Chine, clairement. Et une très très mauvaise nouvelle pour l'Europe qui, encore une fois, peut-être que je vais terminer là-dessus parce qu'on ne va pas allonger, mais encore une fois, passe à côté de l'histoire. Elle est en train de passer à côté de l'histoire sur ce qui se déroule, la guerre génocidaire qui se déroule à Gaza. On l'a vu puisque Emmanuel Macron a pris cette décision, mais le reste des pays européens, hormis, je parle de l'Union européenne, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie qui ont reconnu en 2024 l'État de Palestine, les autres ne font rien. Ils ne reconnaissent pas l'État de Palestine, refusent de prendre des sanctions, puisqu'ils se sont réunis en début du mois pour l'accord d'association qui lie l'Union européenne à Israël avec un article 2 sur le respect des droits humains. Eh bien, une majorité des pays européens n'ont pas jugé que Israël mettait en cause les droits humains de cette... C'est quand même assez incroyable au niveau de l'histoire, comment ce sera jugé. Et puis, les livraisons d'armes continuent. Donc, l'Allemagne continue à livrer des centaines de millions d'armes à Israël. Donc, petit bout par bout, l'Europe est totalement à côté du sens de l'histoire, et géopolitiquement et économiquement. Il y a Déméter qui soulève un point peut-être intéressant, qui dit c'est purement idéologique, on ne fait pas confiance aux Chinois parce que c'est des Chinois, mais on se vassalise auprès des USA parce que c'est les USA. En fait, on avait l'impression qu'on était au milieu d'un bras de fer entre la Chine et les États-Unis au niveau des partenaires commerciaux. Et tu as l'impression que du coup ça a penché, mais tu nous dis que le grand gagnant, ça reste la Chine pour tout ce qui est du Sud global. Oui, non, mais le grand gagnant, c'est Donald Trump, parce qu'en fait, il a réussi à aligner l'Europe. Alors peut-être qu'elle le fait volontairement ou qu'elle comptait le faire, peu importe. Aligner l'Europe sur ses propres conditions. Donc c'est avis. Mais je ne sais pas si. En fait, cette guerre commerciale, c'est pas pour l'instant. Le fond historique de cette guerre commerciale, c'est la rivalité stratégique du siècle entre les États-Unis, puissance du XXe siècle, et la Chine, puissance émergente. Ça, c'est le fond. Et dans ce cadre-là, les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, veulent réassurer l'hégémonie des États-Unis. Et donc engagent une guerre commerciale avec la Chine, mais pas seulement avec la Chine, y compris avec leurs alliés, donc leurs plus proches alliés, c'est-à-dire le Canada, le Mexique, qui forment l'accord de libre-échange, et avec l'Europe. Donc c'est pas tout à fait que le bras de fer États-Unis Chine, et dans ce cadre-là, l'Europe n'a même pas tenté le bras de fer, en fait, le rapport de force. Tu peux dire aussi, on va te couper le bras, nous aussi. Bon, je sais pas si c'est une image qui parle. Enfin bon. Si, je pense que c'est parlant, parce que en fait, d'un côté, c'est qu'on a brandi une menace beaucoup plus grande, etc. On est déjà très content en fait, c'est un peu ça, on nous tape avec un bâton, on se dit on aurait pu se faire taper avec une pelle, encore, on a de la chance. Ouais, mais du coup, plein de messages, merci, mais j'arrive pas à tout suivre. Mais on a beaucoup parlé du côté politique, du côté rapport de force, du côté bras de fer. Est-ce qu'on peut parler un peu des consommateurs qui vont devoir payer 15% de plus sur des produits? On n'a pas encore vraiment évalué l'impact que ça pourrait avoir. Les consommateurs européens n'auront pas à payer en plus. C'est ça le truc, c'est que c'est 15% sur les produits européens qui rentrent aux États-Unis. Ouais. Mais il n'y a pas de réciprocité. Et Ursula von der Leyen... Mais moi, je pensais aux consommateurs américains, parce que du coup, c'est leur président qui impose 15% en plus sur des produits qui rentrent et qui sont consommés sur place. Ils seront plus chers, oui. Mais du coup, ce qu'espère un peu Donald Trump, en tout cas, ce qu'il disait, son argument, c'était au moins on va acheter américain. Mais américain, c'est pas moins cher au niveau du luxe, au niveau de tout ça. Ça va. L'objectif de Donald Trump, c'est de taxer les produits européens, pas tant pour avoir de l'argent de ces produits, que pour convaincre. Par exemple, on prend Volkswagen, voilà, qui exporte des voitures, groupe allemand, qui exporte des voitures aux États-Unis. Je reprends ma voiture, alors je la fais à 30 000 euros, maintenant elle est moins chère, j'ai pris un peu en dessous. Si il y a 15% de taxes, ça renchérit le coût. Et donc le pari de Donald Trump, c'est de dire Volkswagen va
décidé d'ouvrir des usines qu'ils ont déjà d'ailleurs aux États-Unis, Aux mais US. plus d'usines. Et donc, plutôt que de produire en Allemagne et de devoir affronter des taxes à l'importation, exportation, importation, ils vont construire des usines aux États-Unis et donc créer des emplois industriels. C'est ça son pari. Il y a un certain nombre de groupes, notamment le groupe Toyota, qui a fait des promesses d'investissement sur 10 Toyota ans. japonais. Ouais, des dizaines de milliards Mais connais pas en d'investissements dans des usines. Oui, l'un des gros secteurs, le secteur central, c'est l'automobile. Ouais. Il y a l'aéronautique aussi, mais là, pour l'instant, c'est, d'après ce qu'on en sait des termes de l'accord, c'est rien du tout. Donc, l'aéronautique serait sortie à faire. Et donc, Ursula von der Leyen justifie ça en disant qu'il y avait un déficit commercial entre l'Europe et les États-Unis au bénéfice de l'Europe, parce que les industries européennes sont plus exportatrices de biens industriels. On ne parle pas de services. Hein. Ouais. Et justement, c'est un truc qui est un peu biaisé, c'est-à-dire que Donald Trump dit toujours on a un déficit commercial avec l'Europe. C'est vrai en termes d'industrie, mais c'est pas vrai en termes de services. Les services, il suffit de voir notre vie de tous les jours. Hein. Microsoft, Google, enfin toutes les GAFAM, on en consomme matin, midi et soir. Et donc le débat est biaisé. L'Europe n'a jamais tenté de recaler un peu le débat, ni de s'y opposer. Donc c'est quand même une défaite. Je trouve quand j'ai lu, tu citais la déclaration de François Bayrou, elle est extrêmement violente. Oui. Extrêmement violente. Hein. Et donc là, on voit également une des choses qu'il va falloir suivre dans les jours qui viennent, c'est le couple franco-allemand, enfin ce qu'on appelle le couple franco-allemand, parce que l'Allemagne est quand même satisfaite. Ursula von der Leyen, parce que von c'est néerlandais, von c'est allemand. Von der Leyen est allemande, c'est une conservatrice allemande, donc elle a, à mon sens, quand même été elle a fait comme si elle disposait plus d'un mandat de l'Allemagne que d'un mandat de l'Union européenne. Et le deuxième puissance économique de l'Europe, la France, donc par la voix de son Premier ministre, ce qui n'est pas rien, parle de soumission. Donc là, on n'est pas encore dans l'incident diplomatique, mais on est quand même dans une très forte tension. Et tu le disais dans l'autre sens, nada. C'est-à-dire que les produits exportés des États-Unis vers l'Europe... Oui, parce que von der Leyen dit que ça rééquilibre, du coup. Ok. Bon, c'est un argument. Je suis pas très bonne en maths, mais voilà.